Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre présence. Bienvenue dans ce merveilleux cabaret jazz de Courbevoie, la capitale du mot. Ce soir, vous allez vraiment assister à une soirée inédite et unique. Merci à la ville de Courbevoie, merci à Sandrine Penet, merci à Myrtille, Marine, Simon, toute l'équipe, Oyane, toute l'équipe de Courbevoie, grâce à qui nous avons le plaisir de vous offrir une très belle soirée ce soir. Merci infiniment à nos régisseurs, Jean-Marc et Laurent, qui nous accompagnent sur cette soirée et sans qui on ne pourrait pas vous offrir un aussi joli son, le son, l'oralité. Ça va être le thème de la soirée. Je me présente, je suis Nadine, cofondatrice et présidente de l'association Nadi l'a fait, une association qui a tout juste 1 an depuis le 8 juin dernier et qui a pour objectif de promouvoir l'écriture de slam et de poésie. Donc c'est partager des histoires, souvent engagées à des publics, faire des performances, monter sur scène, comme ce soir. Alors on me pose souvent la question, est-ce que tu es publié ? La réponse est oui. Je suis publiée depuis l'année dernière. Un de mes poèmes apparaît dans un recueil de poésie qui s'appelle « Les poètes font société » aux éditions Les Souffleurs de Verre. Alors cette question est légitime parce que je suis attirée par les sciences, je travaille dans l'industrie et puis j'ouvre une association autour des mots. Donc je comprends tout à fait que ça interpelle. Donc je réponds oui à la première question. La deuxième question est, tu es poétesse ou slameuse ? Et là, je vous avoue que je ne sais pas répondre. Moi, j'aime juste écrire des histoires. Parfois elles sont petites, parfois elles sont grandes. Elles sont souvent engagées. J'écris beaucoup en rime, mais parfois aussi en prose. J'aime les figures de style, alors j'utilise la nadiplose, le pantoum, le sonnet estrambeau. Et surtout, j'aime lire et déclamer à voix haute. Et je vais vous avouer un secret, j'adore lire en spoken word. Et alors là, je vous assure que je perds mon interlocuteur. Là, il comprend plus ce que je fais. Et donc, du coup, je me suis posé cette question, mais c'est quoi l'oralité ? C'est quoi la poésie ? C'est quoi le slam ? C'est quoi les grandes histoires ? Tous ces thèmes qui ont de plus en plus de succès dans notre grand Paris et aussi en France. Et donc du coup, je me suis posé cette question et puis j'assiste à des scènes ouvertes, j'assiste à des ateliers d'écriture et je rencontre des experts. Et ce soir, je vous fais le cadeau, l'honneur d'apporter 4 experts de l'oralité. Donc des experts, j'assiste à leurs ateliers, j'assiste à leurs scènes ouvertes. Et en fait, plutôt que de leur poser toute seule la question de qu'est-ce que le slam et la poésie, comme je suis dans une ambition de partage, j'ai voulu créer cette soirée pour vous partager leurs réponses. Au commencement était le Verbe. Dans un monde saturé d'injonctions à prendre la parole et où la virtualité galopante nous offre une intelligence artificielle pour rendre nos mots plus attractifs, plus marketing, plus engageants, il est intéressant, je trouve, de s'interroger sur la forme que l'on utilise pour être vraiment entendu. Dans notre grand Paris, il ne se passe pas un soir où il n'y a pas une scène ouverte de proposer. Des cris d'amour, de haine, de désespoir et d'espoir sont souvent lancés. Des compétitions plus cadrées se font aussi et réunissent les amoureux des mots. Alors en mai, c'est vers Belleville, en juin, c'est à Tours. Et là, chaque passage est travaillé et il devient spectacle et haut-parleur pour des idées et des valeurs. Alors la béotienne que je suis dans les lettres, elle a adoré le rap de Diams et Vita et elle kiffe le slam de Grand Corps Malade. Mais est-ce que le rap, c'est Diams ? Est-ce que le slam, c'est Grand Corps Malade ? Eh bien, ces 4 experts vont nous répondre. Je vais vous les présenter. Julien Barré.
Il se définit comme un poète linguiste, parler avec style et son adage. Il intervient dans des événements culturels et artistiques en activant le ressort créatif de la langue française, dont on a étudié des curiosités cet après-midi d'ailleurs, avec l'association Rencontre avec la langue française au Café des mots, et c'était génial. Julien a toujours cette ambition de réunir la pratique de la langue à la théorie. Il anime des scènes ouvertes et des ateliers d'écriture créative et je peux vous avouer que c'est toujours un réel bonheur de participer à ces événements. On en ressort grandi de nouvelles connaissances sur notre langue qu'on met en pratique dans la foulée sur la scène qu'il anime. Il a publié une douzaine de livres sur la langue française, la musique et l'humour. Et son dernier né, c'est Retour à la parole aux éditions Actes Vide et Actes Sud. Ça commence bien. Actes plein. Actes Sud. Et il aura l'occasion de nous en résumer le contenu tout à l'heure. Lior. Lior est un slameur chevronné. Vous aurez l'occasion de l'entendre d'ailleurs performer après cette table ronde. Alors attachez vos ceintures parce qu'il envoie du lourd. Il a une technique d'écriture remarquable. Il écrit depuis l'âge de 10 ans des poèmes, des nouvelles, des anecdotes et du rap. Et il a grandi avec le hip-hop. En débarquant à Paris en 2001, il fonde le collectif 129H, premier collectif de slam français. En 2016, il collabore avec Mark Smith, l'inventeur du slam, sur un projet franco-américain. Et depuis 2017, il officie avec excellence dans le monde de la voix off. En 2023, avec Rouda et Julien, il publie l'atelier slam, écrire et dire des mots qui claquent, aux éditions First Edition. Là, je ne me suis pas trompée. Donc c'est notre Bible à tous, hein, nous animateurs d'atelier slam. Narcisse Dagbeto. Je ne me suis pas trompée sur le nom, cette fois-ci. On ne présente plus Narcisse à Courbevoie, mais je vais vous le présenter quand même ce soir parce qu'il n'y a pas que des Courbevoisiens et des Courbevoisiennes dans la salle. Narcisse est un artiste rappeur pédagogue au cœur sensible. Il est issu d'une sphère de rappeurs très technique. Il signe plusieurs albums avec un style qui lui est propre à travers une écriture philosophique sur des thèmes allant de la recherche et connaissance de soi sur cette terre à la ville. Cet humaniste a une grande qualité, celle de transmettre son art et faire éclore des talents. Je suis heureuse de l'avoir rencontré en 2022 d'ailleurs, lors d'un festival des mots libres. Il nous avait donné quelques tuyaux d'écriture pour écrire du rap. Depuis, nous avons eu le bonheur de partager une scène autour des femmes dans cette belle capitale du mot qu'est Courbevoie. Aujourd'hui, Narcisse met sa vie professionnelle au service de la jeunesse, tout en poursuivant ses expériences artistiques. Son actualité ? À l'occasion de la sortie de son nouvel album Attraction, Narcisse va à la rencontre des structures jeunesse à travers un éducatif tour, qui est un concept d'atelier musical immersif suivi d'un mini-concert privé. Quentin Gouverneur. Ah, Quentin. C'est ma révélation 2024 dans le monde de l'oralité. Quentin est comédien de métier, diplômé des cours Florent avec mention et diplômé dans quelques semaines du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Quentin est aussi l'animateur vedette d'une scène dans Paris, la scène des grandes histoires, qui se passe à la Matré Selva, donc qui est un lieu associatif dans le 15e arrondissement. J'ai tenu à avoir la nouvelle génération avec nous dans ce débat sur l'oralité, tellement je suis impressionnée du succès de ces scènes ouvertes, toujours bondées en public, venant juste écouter 20 personnes qui déclament leur texte sur 3 heures de temps. Il a une manière à lui remarquable d'animer les scènes avec cette grande qualité de bienveillance et il sait nous mettre chacun à l'aise. Messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation ce soir pour éclairer nos lanternes. Alors, pour commencer ce débat sur l'oralité, on va un petit peu commencer comme en philosophie, c'est-à-dire on va commencer par la définition de l'oralité. Qu'est-ce que l'oralité ? Et là, je ne peux me tourner que vers un linguiste. Julien, qu'est-ce que l'oralité ? Je dirais plutôt
Qu'est-ce que l'oral? L'oralité, c'est un terme avec une connotation littéraire. L'oralité, c'est un terme qu'on utilise par exemple au baccalauréat ou à la Sorbonne pour qualifier l'oral qui est présent dans une œuvre littéraire. Par exemple, l'oralité chez Zola. Moi, je parlerai de l'art oratoire, de la parole, de l'oral. Et je peux te donner la définition de l'éloquence la plus simple que j'ai trouvée. C'est un discours adressé à une assemblée. Donc on est censé être éloquent dans la mesure où on est sur scène et dans la mesure où on s'adresse à vous. Parfait, merci. Alors maintenant, on a parlé d'éloquence. Qu'est-ce que le slam, Lior? Alors, le slam, qu'est-ce que ce n'est pas déjà? Le slam, ce n'est pas un genre. Le slam, c'est un moment que les gens partagent autour d'une scène pour dire des textes sans musique derrière et dans un temps maximum de 3 minutes par personne. En fait, c'est un temps d'échange autour d'une pratique d'art oratoire, justement, et chacun peut venir avec son univers, sa façon de déclamer. Donc en soi, le slam, souvent les gens nous disent c'est en fait du rap sans musique, ou c'est... Non, en fait, le slam, c'est plein de choses différentes. Il y a autant de façons de slammer qu'il y a de slameuses et de slameurs. C'est vraiment plus un moment. Et c'est un mot d'argot américain, to slam, qui veut dire claquer, gifler, qui a été récupéré par l'inventeur de cette discipline, qui s'appelle Mark Smith, et qui a créé une scène de poésie performative dans les années 80 à Chicago. Et c'est lui qui a initié ce mouvement qui s'est nommé slam. Slam de poésie, pour préciser. Parce qu'on peut utiliser le mot slam dans plein de domaines. Au basket, par exemple, on parle de slam dunk. On parle du grand slam de judo tous les ans à Paris. Donc voilà, le mot a plusieurs sens en fonction des usages. On dit to slam the door aussi, magnifique accent anglais. Donc voilà, en fait, vraiment on parle de slam de poésie quand on évoque cette discipline. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu as fait la définition du slam, tu as parlé du rap. Alors le slam est très à la mode. Le rap, il a l'air plus ancien. Il y a différents styles de rap, mais qu'est-ce que vraiment le rap, Narcisse? Concrètement, on va dire que c'est un peu la veine de la société, c'est-à-dire en fait qu'il est en mouvement, d'accord? On ne va pas attribuer un mot spécifique au rap. Il y a 10 000 définitions, tout rap, frapper, l'argot, cogner, le punchline. En fait, tout ça, c'est en fait marqué de son histoire, marqué aussi dans un temps, et aussi donc la temporalité a son importance puisque le rap évolue avec le monde dans lequel on vit et la réalité de chacun, d'où les différents styles. Mais il y a cette importance de marquer la cadence pour donner un peu l'atmosphère intérieure de la personne qui interprète, d'où le choix des instrus, la manière de marquer le temps. Donc il y a cet esprit de marquer l'individu qui écoute à travers les mots qu'on choisit, à travers l'interprétation, et surtout ne pas se fermer dans une définition. Le rap vient quand même du hip-hop, et le hip-hop c'est un état d'esprit du rassemblement et de la complémentarité des arts. Donc tout rap, tant que tu rappes, tu peux dire tout ce que tu penses et faire ressentir à autrui en tout cas. Alors après l'éloquence, après le slam, après le rap, il y a une nouvelle mode aussi qui se joue sur Paris, c'est raconter des histoires, des grandes histoires. Alors Quentin, c'est quoi ce mouvement mais qui a plein de succès? C'est à chaque fois que j'ai à tes scènes, mais on n'a plus de place pour s'asseoir. C'est quoi ces grandes histoires? Je pense qu'effectivement la création notamment de notre scène ouverte, celle que je présente, s'appelle Les Grandes Histoires, mais il y a une effervescence de beaucoup de scènes de poésie, essentiellement, qui a, en tout cas que moi je constate sur Paris, mais il y a un vrai essor de la poésie en tout cas, et j'ai l'impression que c'est comme le rap, comme le slam, comme toutes ces choses dont on parle ce soir, c'est quelque chose qui est en mouvement, et notre rapport à ça évolue tout le temps, mais c'est simplement le fait de pouvoir se partager des choses intimes, se raconter des choses, avoir un public pour les entendre. En fait, le début de raconter une histoire, c'est ça, et ça c'est propre à toutes nos disciplines. S'il n'y a personne pour nous écouter, ça sert absolument à rien ce qu'on fait. Et moi je viens du théâtre, et d'ailleurs c'est de là que vient, et notre ami linguiste pourra peut-être nous le confirmer, et ça vient du grec théatron, qui veut dire le lieu d'où l'on voit. Et donc le fait de faire théâtre, de faire poésie, de faire slam, de faire rap, existe essentiellement parce qu'on a quelqu'un à qui raconter ces choses-là. Et l'idée c'est de toucher, d'émouvoir par la poésie qu'on retrouve dans toutes nos disciplines. Et ça vient aussi peut-être de quelque chose de sociétal qui évolue aussi, où la question de la santé mentale est une question qui devient une priorité pour chacun et chacune. Et donc on a une espèce d'ouverture d'esprit qui est en train de se créer autour de ça, où on ose parler de sujets intimes dont on n'osait pas forcément parler avant.
Et je crois que c'est grâce à ça que ce genre d'événement parle de plus en plus aux gens qui viennent les voir et les entendre. Il y a un slammer à une époque qui disait les scènes slam, c'est la salle d'attente du psy, sauf qu'on peut assister aux consultations des autres. C'est exactement ça. Alors c'est intéressant et d'après vous, pourquoi? Alors on a connu ce que vous savez en 2020 et on a aussi découvert le confort d'être chez soi et de scroller derrière nos écrans. Mais pourquoi il y a cette envie des personnes à se déplacer à des scènes pour monter sur scène, pour dire des choses et parfois très intimes? Est-ce que vous... Moi, je pense qu'il y a un réel besoin dans la société, c'est ce que disait Quentin à l'instant. En fait, les gens ont besoin d'échanger, d'avoir un endroit où ils peuvent à la fois s'en servir comme de tribune pour s'exprimer vers les autres et aussi entendre ce que les autres ont à dire. Donc ces scènes ouvertes, elles portent bien leur nom, c'est-à-dire que souvent c'est des endroits d'accès gratuit où il suffit juste de consommer. Souvent pour les scènes slam, en tout cas, ça se passe dans les petits bars. Donc il n'y a même pas forcément besoin de consommer d'ailleurs, mais souvent dans les scènes slam, c'est un poème dit, un vers offert. Donc ça incite les gens à participer et ça peut permettre aussi d'accéder à cette soirée et de trouver là un moment d'échange. Et je crois que ça correspond vraiment à un besoin de la société, puisqu'on est quand même, comme tu dis, assez reclus derrière nos écrans. Donc on a besoin aussi de trouver de l'échange humain et de pouvoir s'écouter les uns les autres. Il y a le mystère de la voix, qui rassemble tout ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. Il y a un linguiste qui définissait ça au Moyen-Âge comme il appelle ça une déhiscence, une ouverture mystérieuse. En fait, au départ, il y a quelqu'un qui ouvre la bouche et quelqu'un qui parle. Et comment définir la parole, c'est très difficile. Donc on utilise des métaphores. Par exemple, il y a un proverbe africain, subsaharien, qui dit « la parole, elle est comme l'eau, une fois qu'elle est versée, on ne peut plus la ramasser ». Il y a la métaphore du fleuve qu'on retrouve dans l'éloquence antique chez Cicéron, Quintilien, la métaphore du feu, mais on a en commun d'être vivant. Et notre manière de se définir comme vivant, là, comme maintenant, en train de vous parler, c'est précisément parce que je suis en train de vous parler que je suis vivant et que vous entendez, vous êtes vivant aussi. Donc il y a ce caractère indéfinissable de la parole, mystérieuse, cette déhiscence, cette ouverture première par lequel s'écoule un flot mystérieux aussi. Flot lui-même étant une métaphore, donc on n'a pas trouvé d'autres moyen que de parler de débit vocal, de paroles qui s'écoulent comme ça, et on est en train de partager ensemble ce mystère de la parole. Merci Julien, c'était beau. En fait, je reprends deux mots que tu disais, débit et flow. C'est vrai que il y a ce mouvement dont je parlais tout à l'heure, et ce que j'aime rappeler, c'est que le présent n'existe pas à partir du moment que ça y est, on a servi ce qu'on devait servir à l'instant. Et c'est ça qui est magique dans l'art oratoire, c'est que à partir du moment où vous écoutez du slam sur YouTube ou dans votre voiture, si vous dormez pas, c'est que vraiment vous avez l'instinct bien ouvert, mais dès que vous êtes en place face à quelqu'un qui parle, vous êtes en état de réception. Il y a un échange, émission, réception. Et donc on est porté vers devant. Et que vraiment, rien n'est pareil à partir du moment où on se met à parler, puisque l'émotion intérieure se ressent dans la voix, dans la manière de s'adresser au public. Et ça, on ne peut pas le télécharger. C'est impossible. On peut nous ramener des IA, tout ce qu'on veut. Il y a l'humain à ce côté un peu non figé, beaucoup même non figé, qui fait que lorsqu'on va commencer à dire à un rappeur, vas-y, il débite. Ah, il débite, ok. Ah, il a un flow incroyable. On est toujours dans ce mouvement-là. Et donc, l'oratoire, en tout cas, a de la vie encore pour moi. Ce que je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. Je trouve, effectivement, c'était très beau, Julien. C'était très inspirant. Et je trouve que c'est aussi très rassurant vis-à-vis de l'époque dans laquelle on vit, où il y a quand même beaucoup d'inquiétudes sur la place que prennent les images figées, enfin, les vidéos, le flux immense et continu qui nous bombarde sur les réseaux, etc. Et en fait, le fait de faire ce qu'on fait, de vivre ce qu'on vit à travers nos disciplines respectives et mélangées, ça nous permet aussi de comprendre, de sentir qu'en fait ce qu'on fait là, ça ne peut pas disparaître. Et si les gens viennent, c'est justement parce que pour aller chercher du vivant
qui n'existe pas quand on est derrière son écran. On peut voir des choses très bien faites, on peut voir des imitations de la vie. Et même moi qui suis un grand fan de cinéma, au cinéma on voit parfois de merveilleuses imitations de la vie, mais le cinéma ne pourra jamais remplacer le théâtre, et le théâtre ne remplacera jamais le cinéma. C'est deux disciplines différentes, et les gens vont voir du spectacle vivant pour ces raisons-là, et donc je trouve ça très rassurant de se dire ça. Par ailleurs, il faut savoir, tu le dis si bien, dans une salle de cinéma, ou que ce soit quand on est sur scène, la première chose qui interpelle l'artiste, c'est de voir s'il y a du monde dans la salle. S'il y a une seule personne, il y a quelque chose qui change. La timidité qu'on a en tant qu'artiste de se donner en représentation devant une personne, alors, je ne sais pas pour vous, en tout cas moi sur scène, tu vas me voir faire le fou, parce qu'il y a du monde, mais tu me demandes de faire une chanson là, en direct, avec toi seul dans une pièce, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a ce truc Au repas de famille. Vas-y, rappe. Ouais, c'est mort ça. Ah là là. Sauf si tu veux te faire de l'argent. Là, c'est un truc où je leur dis paye, exactement. Mais c'est vrai qu'on se rend compte l'importance d'être ensemble. Et ça, c'est important de le préciser. Et tu le disais si bien aujourd'hui, avec tout ce qui est numérique, en fait, il faut savoir qu'avant, ça n'existait pas. Le numérique était là d'une certaine manière. Mais comment on subit aujourd'hui cette espèce d'imitation de l'humain? Eh ben, c'était prévu qu'on en vienne à ça, parce qu'au contraire, il faut avoir une lecture poétique de ça. C'est que si on en vient à fabriquer une machine pour reproduire des sensations humaines, c'est prouver à quel point les sensations humaines sont importantes. Et la seule chose que l'IA ne pourra pas remplacer, c'est notamment des scènes ouvertes telles qu'on en anime relativement tous les quatre, et Nadi aussi maintenant, où les gens se retrouvent. Et c'est de l'improvisation, c'est du réel, en direct, en train d'être fait. C'est donc de l'art oratoire, éventuellement de l'éloquence. C'est qu'à chaque fois on peut tomber, on peut avoir un trou de mémoire, on peut faire un lapsus, on peut dire n'importe quoi, mais on est vivant, et on arrive dans cette improvisation à faire l'expérience du fait qu'on est vivant. Et en fait, chaque parole que chaque locuteur, chaque locutrice a, c'est un freestyle, c'est une improvisation. Sauf que nous, on va monter sur scène pour mettre en exercice, mettre en œuvre ce type de paroles, et conscientiser le fait qu'on improvise, et éventuellement amener un battement de mesure, des rimes, etc. Mais c'est le fait qu'on est vivant, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qui va advenir et qu'on est en train de le verbaliser. Laura Lobac, les concours d'éloquence, un éducatif tour. Alors les mots font spectacle et plaisent. Alors on vient plus simplement sur scène pour dire son texte, mais on fait des performances poétiques et ça attire du monde. Est-ce que vous comprenez ce phénomène? Non, alors déjà, une petite chose, Nadine, n'hésite pas à nous dire si on est trop long. Parce que peut-être que toi, tu as un thème, tu dis, vas-y, toi. On a failli faire un débat sur l'IA. Ce qu'on disait, grave. Ça se trouve. Mais du coup, c'est quoi la question? C'est quand les mots font spectacle. C'est-à-dire que jusque-là, on a parlé de scènes ouvertes. Donc ce sont des scènes où chacun a envie de dire un texte engagé. Mais on voit de plus en plus où des performances poétiques. La poésie se fait spectacle. Et c'est depuis quelques mois, en fait, que je vois que ce phénomène commence un petit peu à se généraliser, plusieurs années. Je pense que ça a toujours plus ou moins existé. Après, c'est vrai que de toute façon, sur les scènes slam, il y a des gens très différents, par exemple, qui viennent. Il y a des gens qui en font leur vie artistique, des gens qui sont là de passage, des gens qui ont juste envie de partager un soir un texte. Donc après, ceux qui en font un métier, bon, vont chercher à exploiter, à creuser leur sillon un peu plus loin sur scène. Donc peut-être tu penses au One Poet Show de Souleymane Diamanka, par exemple. Absolument. Ou très bientôt aussi, j'en fais la promotion, du coup, notre ami John Banzai qui sera au République bientôt. Donc il y a effectivement cette velléité de continuer le travail d'écriture et de performance en proposant un spectacle plus construit, plus abouti. Je pense que ça, c'est un peu la marque des gens, des artistes qui veulent, comme je disais, avancer sur leur route et creuser un peu plus le sillon de leur art. D'accord. Un peu comme l'éducatif tour, d'ailleurs, que tu fais. Exactement, parce que avant partir en concert, parce qu'on a sorti un album, c'était un peu le processus classique pour un label qui veut, on va dire, promotionner un projet. Après, aller à la rencontre du public, c'est tout autre chose, d'où le fait qu'il y a cet éducatif tour. Bon, je m'en vante pas, mais en tout cas, c'est le fait d'aller sur différentes villes. Je vais aller à Montfermeil, je vais aller à Boulogne, c'est pas le même public.
voyez, et donc du coup, je viens quand même avec les mêmes chansons. Donc qu'est-ce qui fait que je suis sûr que si je vais dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest, l'émotion sera la même. Et donc du coup, il y a cette notion de performance. La performance, ce que j'aime bien utiliser le langage des oiseaux, décortiquer un peu les mots. Et la performance, il me rappelait qu'il y a le mot perforer déjà. Donc la barrière entre toi et moi, je vais la perforer, peu importe qui t'es. Donc déjà, il y a ça dans ma tête. Et deuxième chose, donner forme. Donner forme à ce que je veux dire. C'est-à-dire que si demain, je vous mets une musique ici avec, allez, on va choisir le piano, parce qu'il y a un piano, je mets quelques violons, rien que le fait d'évoquer ces deux instruments, vous avez vu qu'on est déjà éduqué à une certaine forme en tant que cas d'émotion liée à ça dans le cinéma. Et donc, sur un petit piano qui nous rappelle un air un peu triste, si je commence à te dire « Ouais, je suis parti acheter la baguette, j'ai mangé la journée, t'es trop bien. Ah, génial !» Et que je veux te donner de la joie et que tu sautes partout, tu sais très bien que ça ne marchera pas. Mais en amont, le travail qui est fait, je pense que c'est bien un travail qui est fait avec soi-même. C'est qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. J'ai envie de vous partager mes émotions. Et pour le partager, je dois d'abord perforer cette barrière de l'inconnu et donner forme à ce que je veux vous transmettre. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Et dans la forme, pour faire spectacle, du coup, j'ai l'impression que ça vient uniquement de l'essor que l'on connaît de toute forme de poésie aujourd'hui. C'est-à-dire que il suffit pas... Enfin, est poète celui qui écrit de la poésie ou qui en dit. Une fois que tu arrives sur scène, il y a un tas d'autres disciplines qui se mélangent à ça et tu ne viens plus pour dire de la poésie, mais tu viens pour faire un spectacle, tu viens pour divertir des gens, tu viens pour faire entendre un propos. Donc ça va passer aussi par du rire, ça va passer par plein d'autres choses. Et construire un spectacle, c'est du coup s'intéresser à toutes ces disciplines-là. On a déjà vu, je prends l'exemple par exemple des concerts, on a tous peut-être déjà vu un artiste en concert qui nous a déçus, alors qu'on adore ses albums, on adore, mais on l'a vu sur scène, on a dit ouais, bah sur scène, pas ouf. Parce que pas trop de spectacles. Et au contraire, un artiste qu'on trouvait plutôt moyen, où on s'est fait traîner un peu de force par un ami ou une amie au concert, et on ressort de là complètement bouleversé, parce qu'il nous a offert un spectacle extraordinaire, parce qu'il a su nous embarquer dans son univers, alors qu'on pensait qu'on n'était pas vraiment connecté à lui au départ, et du coup ça a été une découverte. Et donc c'est bien la preuve que c'est pas, tout ne vient pas que de l'intention pure de départ, mais de la manière dont on va travailler le diamant brut pour en faire quelque chose d'universel, d'accessible, comment on va aller rencontrer son public, comme tu disais Narcisse, et voilà, et donc c'est plein de choses qui se mélangent, c'est les gens avec qui on travaille, c'est comment on s'intéresse à la création lumière, comment on s'intéresse à la création sonore, comment on s'intéresse au sens du rythme, à comment est-ce qu'on gère l'attention d'un public, etc. Toutes ces choses-là vont faire qu'on va mettre en avant notre discipline, je dirais, de prédilection, et qu'on va trouver un moyen de la faire ressortir du mieux qu'on peut. Juste deux étymologies, le mot du linguiste sur performer et poésie. Poésie, ça vient du grec poiein, ça veut dire créer, fabriquer. Donc on est dans le concret de la création, de la fabrication, de même que les troubadours trouvèrent, ça vient de troba, ça veut dire trouver, créer, inventer. Et pour la performance, on croit que performer c'est un anglicisme, alors qu'il y a souvent ces allers-retours qui sont assez intéressants à observer. Ça vient de l'ancien français parformer et du latin performare. Ne seriez-vous pas des artistes poètes, messieurs, parce que c'est très beau ce que vous dites. Alors j'ai une dernière question à leur poser, mais est-ce que dans le public vous avez une question ou des questions à leur poser? Soyez pas timide, hein. Non. Non. Donc ça y est, vous avez résolu vous savez exactement ce qu'est le slam, le rap, la poésie, et vous allez nous faire une petite démonstration. Oui. Oui, moi j'ai une question en fait. J'aime beaucoup votre approche en fait sur l'oralité, parce que vous parlez de liens. Vous parlez de liens effectivement entre les humains, et je trouve ça très important. Et c'est vrai que le spectacle vivant, c'est ça. Et ce qui est super, c'est que par les mots, vous faites une vraie connexion. Et ce que disait monsieur, il y a une création de beau en fait. Et c'est cette émotion que vous essayez de traduire. Les gens la ressentent également. Et ça, c'est très fort. Et est-ce que vous pensez, quand vous créez comme ça des mots, des textes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une forme de spiritualité là-dedans? J'aime beaucoup ta question. En fait, moi je te dirais oui. Pourquoi? Parce que mon expérience
le dernier album que j'ai fait, là, qui s'appelle Attraction, j'ai volontairement choisi ce titre-là pour activer quelque chose. C'est-à-dire que je voulais activer une connexion entre les âmes, ou en tout cas les énergies qui se ressemblent. Déjà, c'est la première chose. C'était l'intention principale. Et quand on dit intention, dans la religion musulmane, on parle du niya, donc l'intention que tu as derrière l'action. Et si tu es en connexion avec cette intention, tu es sûr d'atteindre tes objectifs, c'est sûr. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui est curieux, qui va lire aussi ce qui se passe dans les autres. Alors que ce soit le bouddhisme, que ce soit tout ce qui est confucianisme, j'ai lu. Et je me suis intéressé à ce qu'on avait de commun dans tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que pour certains, ils interdisent la musique, d'autres la célèbrent. Et je viens me dire, si on se focus sur ça, c'est parce qu'il y a peut-être une magie derrière ça. La musique est sacrée. Et donc, ce qui est intéressant dans sacré, c'est que quand ça crée, eh ben, c'est que ça prend forme. Et donc, on commence à déjà donner vie à quelque chose, d'intérieur vers l'extérieur. Donc là, je ne vais pas rentrer dans un truc, je vous donne ma carte à la fin, hein, mais en tout cas, il faut savoir aujourd'hui que... Toi, Marabout, tout de suite, pourquoi tu n'as pas sorti un truc Cosmos Non, on va régler ça après. Après, c'est la langue des oiseaux. Tu prends la veine mystique de la langue, le sacré, parce que sacré, le révérend du révérend. C'est ça. On aime les équivoques, le persévère qui persévère. On ne pousse pas sans se planter. Voilà, exactement. Et donc on cherche le sacré, et donc parmi toutes les incarnations du sacré, c'est après. C'est après. Mais donc pour finir là-dessus, c'est que et dans cet album-là, il y a un morceau qui s'appelle Dios. Et j'expliquais que je dis qu'en fait que quelque part, comme dit Francis Cabrel, si tu n'écoutes personne, les étoiles parlent de toi, puisque déjà t'existes. Donc il y a une fibre déjà en toi, il y a une âme qui fait que tu es connecté à d'autres. Maintenant, il faut les trouver, ces autres-là, parce que c'est en réunissant que tu vas prendre forme. Et c'est pour ça que certains regardent dans la loupe, enfin en tout cas dans la biologie, pour regarder un peu les molécules. Et nous, peut-être, nous sommes juste des molécules. Et que si on ne crée pas plus de molécules avec des énergies qu'on représente chacun ici, le monde va aller dans une dimension où la balance, elle n'est pas équilibrée. Ce monde, c'est juste une histoire d'équilibre. Ça va par paire et opposé. Donc il y a le son. Une fois qu'on l'entend, ça parcourt et ça vient là. Et après, ça nous fait agir. Donc oui, pour moi, il y a de la spiritualité dans l'écrit. Il y a de la spiritualité dans l'instant ici. Et ce qui est drôle, c'est que Nadi, quand tu as posé la question, est-ce que vous avez des questions? Il y a eu un silence entre les gens qui n'osent pas poser. Et il y a aussi, surtout si en face, il y a le nombre de personnes qu'il faut pour vous donner tellement d'informations qu'en fait, vous êtes en mode réception. Quand on remplit un verre, on ne demande pas au verre qu'est-ce que je te sers. Où est-ce que je viens? Non. Il y a du sacré dans la parole, il y a du sacré dans l'écriture. Il y a le poète comme messager des dieux à la Renaissance. Il y a 1000 traditions de poésie orale avec le feu, avec l'eau, avec le fleuve en feu, qui traduisent le sacré. Merci. Persan, Rumi, Agam, sont magnifiques. Peut-être un micro pour madame, qui a une anaphore. Anaphore très fort. Oui, il y a aussi les poètes persans, qui sont absolument magnifiques, Rumi, Gayam, enfin bon, c'est tout à fait extraordinaire. Et ça s'appuie sur le sacré, mais c'est aussi sur la vie, c'est un mélange mais c'est sublime. Hein. Voilà. Tu n'as pas un petit extrait de ces auteurs-là, non? Ah, alors... Un petit passage qui vous a marqué? Oui, il y a... alors je me souviens pas exactement des termes, mais c'est une histoire avec la chevelure, un peigne qui peigne la chevelure du langage. Et c'est absolument sublime, mais je me souviens pas exactement de... mais... Une belle métaphore en tout cas. Voilà. Merci Mariella. Avant le célèbre poème de Baudelaire, évidemment. Est-ce que d'autres personnes ont une question? Alors, ma dernière question, eh bien, elle va être sur le rap. Pourquoi le rap? On a quelqu'un qui a fait une thèse en rap, c'est Julien Barré. On a un rappeur, on a quelqu'un qui a commencé le hip-hop. Donc, pourquoi le rap? Alors, le rap est une jolie discipline, mais elle a aussi... un côté où c'est un petit peu dur pour les femmes, c'est pas...
Alors, je vous explique, c'est parce qu'après on vous fait une surprise en fait, et la surprise c'est du rap. Il y avait une surprise, du coup. Mais Narcisse, est-ce que... Ah non, mais vu comment tu as posé la question, moi je ne veux pas être le premier à répondre. Je vais laisser le rap commencer, parce que tu l'as cité dans son écrit, après je compte. Et tout à l'heure, il a défini... Moi, je vais vous dire le rap de point de vue le plus simple. Le rap, c'est un genre musical qui met en valeur le texte sur la mélodie et qui procède par une scansion versifiée sur un battement de mesure où la performance est très importante. Il y a une discipline dans le rap du freestyle, discipline de virtuosité verbale improvisée qui nous intéresse. Ensuite, le rap n'échappe absolument pas au travers de la société. Le rap est comme la société, et parfois il l'est de manière plus caricaturale, parce que le rap ne cherche pas à gommer ses aspérités, mais précisément, comme dans le roman noir américain des années 50, à les souligner, et à les rendre plus saillantes et plus provocantes, comme des métaphores un peu vénères qui cherchent à éloigner le comparant et le comparé pour aller chercher des choses vraiment bien sombres. Et donc le rap est misogyne, homophobe, voire tous les phobes qu'on peut imaginer, transphobes, de droite parfois aussi, végéphobes. Mais le rap est divers et il évolue au gré du temps. Il n'est pas le même en 2025 qu'il était quand moi je l'ai découvert en 95-96, bien qu'il y ait des gens comme Alpha One qui reviennent sur cette période. Voilà. Excuse-moi, Narcisse. Non, mais je dirais aussi qu'il y a différentes façons de découvrir et d'écouter le rap, et aussi différents types de rap qui sont mis en avant par la société, on va dire, commerciale, celle qui est là pour faire de l'argent. Il y a pendant des années aussi une certaine forme de rap qui a été mise en avant dans l'industrie, dans les radios, dans les médias. Et quand on aime cette musique, on apprend à aller chercher, à aller creuser un petit peu, à découvrir des gens qui ont des propos différents aussi, alternatifs. Et comme dit Julien, en fait, c'est représentatif de la société. Donc quand on fait l'effort d'aller chercher, d'aller gratter un peu derrière tout ce qu'on nous propose de premier abord, on trouve énormément de variétés et de palettes de rap différents, avec des intentions différentes, des propos différents. Et voilà, ça nécessite un peu de recherche et d'effort pour pas se contenter de ce qu'on nous donne tout cuit dans la bouche. Par exemple, Narcisse qui est avec nous ce soir. Tu me rends fou, toi, tu vas voir tout à l'heure. Alors du coup, effectivement, je vous rejoins là-dessus. Tout à l'heure, je disais que pour moi, le rap, c'était la veine de la société, tout simplement. Maintenant, il y a un Inspector Deck de Wu-Tang qui est un journaliste de la rue, qui raconte ce qui se passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens souvent disent « ouais, le rap, c'est misogyne », tout ce que tu as cité. Je ne suis pas d'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les maisons de disques et les médias décident de ce qu'ils signent. Ça, c'est une réalité. On est dans un monde de consommation. Plus vous aimez un produit, plus on vous en sert. Ça a donné quoi ensuite? Ça a donné l'algorithme. Voilà. Comme tu disais, soit on cherche, soit on ne cherche pas. Google cherche pour vous, bah, t'es pas vivant. T'as pas de choix. Donc si tu veux être vivant, tu y vas. Donc quand on dit spectacle vivant, on entend bien que quand on fait du théâtre, Quentin, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je parle sous ta bienveillance, voilà. On est d'accord que le théâtre, c'est quand même, quand tu es sur scène, tes gestes, tu dois assez les rendre amples, les exagérer pour que ce soit bien perçu. Est-ce que c'est vrai, jusque-là? On pourrait débattre de ça aussi, mais oui, c'est vrai. Ouais, mais alors du coup, attention, sois d'accord avec moi. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que... grave. Dans l'idée, c'est que à partir du moment où le rap est là pour se faire entendre, je vous ai parlé tout à l'heure du hip-hop, les graffeurs, les danseurs, ceux qui font du beatbox parce qu'ils n'ont pas de machine pour faire les instrumentaux, ceux qui vont sampler parce qu'ils n'ont pas d'instrumentiste, et ben le graffeur qui va aller graffer sur un mur va pas choisir le mur que personne ne voit. Il a envie de vous dire, je suis là. Okay. Donc je vais aller là où on passe le plus à la défense, je vais graffer un truc, un mot, contestataire, pour vous dire qu'on est là. Parce que vous allez en parler. Et réalisez bien qu'on a évolué dans ce monde comme ça. Que ce soit les TikTokers ou machin, c'est les vues, les likes, on veut être vu. Maintenant, le rap tel qu'il est aujourd'hui, il faut bien noter que il y a beaucoup de personnes, d'artistes en tout cas, qui ne créent plus, en tout cas quand ils sont à un certain niveau de consommation par le public. Il y a des services qui existent aujourd'hui, les artistes envoient des chansons, et l'algorithme te dit qu'est-ce qui va être le titre qui va le mieux correspondre au public qui te suit. Donc fais ça.
sans descendre personne, demain, Jul ne pourra pas nous faire autre chose que du Jul. Ok. Maître Gims, pareil, il va tout miser sur les refrains. Ok. Et puis il y avoir des artistes qui vont vouloir écrire un peu plus. Et là, du coup, ça va s'adresser à un public qui a besoin d'écouter, d'aller chercher à comprendre. Et je finirai sur ceci, c'est que quand vous entendez un rappeur vous dire « Ouais, la vie est une chienne », waouh, c'est gore. Et un autre rappeur qui va dire « Cette chienne de vie ». On n'est plus dans la même chose. Vous voyez. Et ensuite, vas-y, je t'en prie. C'est une anti-métabole. Merci La vie beaucoup. est une chienne de vie. Pause. Et donc du coup, c'est bien, on a préparé. Moi, je donne toute la définition. Après, dis le mot. Et donc effectivement, et c'est très intéressant parce que je m'étais promis de le dire ça. Ce que tu viens de faire, et je ne viens d'aucune école. Et c'est ça qui est intéressant, cette liberté dans le rap. Ceux qui vont l'étudier vont nous attribuer des mots pour dire ceci, c'est ce que tu as fait. Mais le rappeur de base, ils sont fous de ça. Ok. Et c'est pas par manque de respect, c'est que il le fait parce que c'est cet outil qu'il a choisi et de cette façon-là. Et après, quand ça commence à être étudié, on craint ça pour le rap. Maintenant, c'est étudié, ça va être enseigné en classe, ça va faire comme le hip-hop avec une discipline et tout ça. Mais le côté trash du rap, c'est ça qui fait que c'est du rap. C'est-à-dire que concrètement, vous pensez des choses dans votre cœur. On est tous prêts à regarder des bigards, à écouter du Renaud, à écouter du Gainsbourg, qui provoquent tout autant. Mais avec une certaine forme. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on se dit, ouais non, en fait le rap c'est pas si violent en fait. Ça représente votre société et ça dit ce que vous n'osez pas dire. Donc vive le rap. Excellent. Merci. C'est une très très belle conclusion sur ce débat. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? J'ai une petite question. Oui. Je voudrais faire un lien justement avec... Attendez, on va vous emmener le micro. Comme ça, Je sais pas s'il va ça jusque va là. pas le non, micro. vous approcher. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir à la question pour voir si c'est pas de la provocation ou... C'est juste pour mettre en lien justement le rap, la liberté d'expression et le fait qu'on ait parlé du côté misogyne du rap. Et actuellement, il y a quand même comment dire, il y a un rap raciste qui est en train d'émerger et qui prend de plus en plus d'importance dans la microsphère, pas totalement sur le grand public, mais quel est votre rapport par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous voyez cette approche parce que finalement c'est une expression, c'est quelque chose aussi qu'ils ont en eux, qu'ils ont envie d'exprimer, et c'est une violence aussi qu'ils expriment à travers les mots en utilisant ce langage qui de base était pour se protéger et se défendre, et eux aussi se mettent dans cette position. Alors qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Moi qui suis pas un expert en rap et qui n'ai pas connaissance des morceaux que tu peux évoquer, je voudrais juste dire que quelle que soit la forme d'art qu'on utilise pour exprimer ce qu'on veut exprimer, heureusement on vit dans un monde civilisé avec des lois et avec des choses qu'on peut faire et qu'on peut pas faire, des choses qu'on peut dire et qu'on peut pas dire. Et c'est le cas notamment pour la misogynie par exemple, moi je trouve qu'on retrouve beaucoup plus dans du rap d'il y a 20 ans que dans du rap actuel, parce que les mœurs sont aussi évoluées et il était temps, en tout cas ici en France, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mais enfin... Moi je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Par exemple dans les ateliers d'écriture qu'on anime, moi j'ai coutume de dire on peut dire ce qu'on veut tant que ça reste dans le cadre de la loi. Et donc les propos homophobes, misogynes, les appels au meurtre sont interdits parce que c'est la loi qui le dit. Donc heureusement qu'il y a des lois pour poser des cadres à la liberté. Donc voilà, après il faut savoir aussi s'en saisir et pouvoir exprimer le fait que ça contrevient à la loi tout simplement. En fait, c'est vrai que cette question, est-ce que quand tu dis eux, Des exemples? ouais, c'est ça. Est-ce que Je toi, pas les noms parce que, je vais pas faire de la pub d'une part. tu as raison? De deux, je les écoute pas, mais c'est vrai qu'en regardant certaines émissions que je peux trouver sur YouTube, ils en parlent de plus en plus parce qu'il y a plusieurs rappeurs qui expriment sans... C'est ça, et c'est là-dessus que c'est très intéressant, c'est que c'est sans utiliser des propos virulents, en respectant la loi, ils arrivent aussi donc à propager leurs idées et leur colère par rapport à par rapport avec le rap. Donc c'est justement je me retrouve en tant qu'amatrice de rap
je peux comprendre quelque part leur colère et pourquoi ils vont utiliser le rap pour parler de quelque chose qui apparemment leur fait vraiment du mal et leur fait souffrir. Mais en même temps, je me sens un peu volée parce que c'est un outil qui n'est pas censé être dans ce sens-là. Comme une forme d'appropriation. Alors, tu as fini? Oui. Ok. Juste un truc, c'est que tout à l'heure, je disais c'est qui eux? Il y a deux façons de poser la question. C'est qui eux, finalement? C'est qui eux? Et il est là le piège, c'est que concrètement aujourd'hui, hier j'étais dans une conférence autour de tout ce qui était numérique, l'information et la désinformation, tout ce qui est fake news et tout ça. Aujourd'hui, l'objectif n'est plus de communiquer, d'accord? C'est de choquer, mais en même temps de dire, bon, savoir si c'est vrai ou si c'est faux, tout ça, et puis de marcher. Donc, quand on dit eux, moi je suis de la couleur que je suis. J'ai fait un titre une fois qui s'appelait Hello to the World. Hello to the World, est-ce que mon accent, ça va? Ça va. Et dedans, je disais, je suis né au Bénin, voilà. Je suis venu en France à l'âge de 10 ans. J'ai voulu faire une chanson où j'expliquais que je comprenais pas c'est quoi être noir, en fait. Parce que quand j'étais au Bénin, pour moi, je savais pas ce que c'était être noir, puisque tout le monde était de ma couleur. D'accord. Et en venant ici, j'ai appris que j'étais noir. Tu as deux solutions. Soit tu prends ça comme étant un truc, je suis une victime, tu fais ton Calimero. Ou soit tu te dis, ouais, je suis différent. Et t'en fais une force. Aujourd'hui, le racisme, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que quand tu as un groupe de blancs qui rappent et qui débarquent, et qu'il y a des blacks qui vont te dire, ouais, t'as vu des blancs, ils rappent, à un moment, je dis, je fais pas de la black music, je fais de la fight music comme Eminem. D'accord? Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est que ces personnes-là, quand on est artiste rap, il faut savoir qui sont ces personnes-là. C'est important. Qui ils sont? Quelles sont leurs intentions? Est-ce vraiment des artistes? Est-ce que ce sont des gens qui sont là pour provoquer? Est-ce que ce sont des blancs qui dénoncent une forme de racisme, des rappeurs noirs qui chantent une forme de racisme à leur égard? Ou est-ce que ce sont des gens qui viennent, ou un rappeur black qui va parler de misogynie, la femme c'est comme ceci, je lui fais ça, ça. Un mec qui parle de ça, vous vous rappelez les frites Michael, plus t'en parles, moins t'en manges, sont souvent des gens qui ne mangent pas. Sont des gens qui précisent bien, attends, je parle d'une catégorie de femmes. Quelle catégorie de femmes dont tu parles? Celle que je paye pour avoir de l'amour. Ah ok, donc du coup tu l'appelles comment? Il va dire le mot. Ah, une prostituée? Ah d'accord. Donc tu rabaisses les prostituées. Donc ce que je veux dire, c'est que le rap engagé aujourd'hui n'existe pas en haut dans les médias. Il n'existe pas. Déjà là-dessus, je peux te rassurer à 100%. Le gros problème aujourd'hui, c'est TikTok. Le gros problème aujourd'hui, c'est TikTok. Pourquoi? Parce que il y a des pages RN qui existent avec des gens qui balancent comme ça. Et on l'a vu quand il y a eu des événements avec Israël et tout ça, c'est que les gens ils balancent. Et je scrolle, j'entends, je vois ça, et j'ai eu peur. Donc, il y a un choix à faire. On l'a dit tout à l'heure, il faut aller chercher. Il y a un choix à faire. Est-ce que tu es une auditrice qui combat le racisme? Oui. C'est qui eux? Dégage ça. Ne te sens pas concerné. Ça, c'est un conseil que je donne. Ne te sens pas concerné. Parce que c'est quelqu'un qui est concerné, je le répète encore, c'est un con qui est cerné. D'accord? Ça dépend de ce que tu écoutes. Donc, si tu te laisses cerner par ces gens-là, c'est eux qui commencent à dicter tes choix. Et donc, si tu combats le racisme, bloque-les. On nous a donné tous ces outils-là. Après, c'est à nous de faire des choix. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, aujourd'hui, je combats ça en allant sur le terrain, justement, avec ce truc éducatif tour. Parce que je pense qu'il est nécessaire d'aller rencontrer le public. Et c'est ça qui fera la diff. C'est que toutes ces personnes-là ne sont pas en capacité d'aller rencontrer leur public avec les mêmes propos. Seul, impossible. Impossible. Super. Et en même temps, Merci. ouais. Et en même temps, je trouve que cette peur se comprend tellement parce que moi, ça fait 10 ans que j'ai bloqué le compte de Éric Zemmour et ça l'a pas empêché de se présenter aux élections présidentielles, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est terrifiant aussi de voir des théories arriver sur le remplacement des uns par les autres. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. En plus, quand on est dans un pays à l'histoire coloniale comme le nôtre, d'avoir ces peurs-là et d'être capable, malgré tout, de rassembler des gens autour de ces peurs, grâce à ces peurs, et des gens en plus qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de notre histoire et qui se laissent embarquer par des propos. Et effectivement, la musique est tellement un canal favorable à la circulation d'idées que du coup c'est terrifiant. Mais effectivement, j'ai pas de meilleure solution que celle de Narcisse. C'est d'en parler, en fait, malgré tout, c'est d'en parler autour de soi et
Et après, s'il faut agir, ça devient un combat politique, c'est plus un combat artistique à un endroit, c'est un combat politique. Et je te laisse la parole, Julien, juste après. C'est qu'effectivement, comme tu dis, Éric Zemmour qui arrive, ce qui est intéressant avec ça, le grand remplacement, c'est ça. Tu vois, Pascal Zadis qui sort comme film là. C'est quoi? C'est le grand remplacement, le grand déplacement, il appelle. Et c'est ça que je trouve fort, c'est-à-dire que... Ça s'appelle un à peu près. Merci. C'est le terme technique. Exactement. Et donc, d'avoir ces personnes-là qui, à leur niveau, réagissent, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est que lui, à son niveau, il va prendre un cinéma, qui va prendre un terme d'Éric Zemmour et va te le transformer en film. Et c'est quoi le pitch? C'est créer le premier groupe de communauté noire qui veut créer un vaisseau spatial et embarquer tous les noirs de la Terre vers une autre planète et vont tous se retrouver en tant que cosmonautes dans ce vaisseau spatial. Et c'est un film en tout cas que je conseille. On peut remercier la jeune femme, la spectatrice, pour la question, parce que ça fait 10 minutes Très belle question. de discuter là-dessus, et donc j'essaie de conclure. Ça, c'est une question qui est prégnante, qui nous met mal à l'aise, qui souligne les travers de l'époque. C'est une forme sans contenu. Je prends le rap et je fais du Éric Zemmour. Bon, en fait, au départ, c'est possible de faire ça. Sinon, on ne pourrait pas faire du rap comme Zwinkels qui fait du rap sur la défense. On ne peut pas faire du rap sur après, il y a eu du rap de flics, du rap de pompiers, mais il y avait du rap de mecs de province. On ne peut pas faire du Orelsan. En fait, tout le monde doit pouvoir s'approprier le rap. Mais je pense que notre rôle, c'est de donner un sens aux choses, aux formes qu'on utilise. Et donc le rap, c'est de la musique, c'est une forme d'art poétique, d'art oratoire musical, mais qui a une histoire, qui est née donc dans les années 70 dans le Bronx, avec ses block parties, parce que il fallait se divertir, animer le quartier, faire des battles, détourner les blocs électriques pour mettre ça sur les platines, etc. Il y a une histoire, c'est l'histoire des ghettos noirs aux États-Unis. Je faisais un débat il y a 3 jours avec les gens d'Assassin, donc qui ont créé le hip-hop français, et disaient c'est une culture d'emprunt en fait, que nous on a adopté en France. On a adopté une culture qui vient de New York, des États-Unis, donc il faut rappeler l'histoire peut-être du rap et les conditions de son émission. Ok, merci messieurs, merci pour la question. Moi, ce que j'ai retenu, c'est poser des bases à notre liberté. Vous voyez comme quoi ça nous amène, nous, l'oralité. Alors, il y aura aussi des cafés philo dans l'association Nadi l'a fait. Donc, on vous prépare ça pour la rentrée. La table ronde est terminée. Maintenant, je vais laisser Quentin vous présenter la petite surprise que l'on vous a préparée. Et puis, nous, on a parlé, mais rap, slam, etc., on va vous faire une performance. C'est-à-dire, on va rapper, on va slammer, on va raconter une belle histoire, etc., etc. Quentin? Et oui, alors c'est le moment où moi je vais me retirer puisque je ne fais pas partie de cette surprise-là, mais rassurez-vous, je vous en ai gardé une autre pour plus tard. Mais où vous avez les 4 artistes qui sont avec moi, puisque Nadi, tu en fais évidemment partie, qui vous ont concocté un petit quelque chose improvisé. Improvisé, hein. Alors, maintenant ça va être improvisé, donc il se peut que... Il se peut que ça dérape. Ce que beaucoup appellent encore freestyle, et que nous on appelle improvisation, il y a des jeunes artistes, de jeunes rappeurs d'aujourd'hui qui appellent ça freestyle, et en fait ils pensent que le freestyle, oui c'est un style libre, mais l'impro c'est encore tout autre chose parce que t'as rien préparé, donc Hakuna Matata. Juste moi un petit peu parce que je ne fais pas de rap, donc l'impro je l'ai un peu préparé. Ok. Jean-Marc et Laurent, vous pouvez envoyer la musique. Du début, ça serait cool. Alors on va recommencer. On va recommencer. Parce que là déjà tu mets la pression. À toi Jean-Marc. Un peu plus fort s'il te plaît, juste l'instrumental. Alors on va recommencer. Un peu plus fort pour elle et on recommence. Voilà. Donc merci, on espère que ça vous a plu. Remets s'il te plaît Jean-Marc, c'est parti. Merci. Merci Jean-Marc. Au commencement, c'était un rêve. Celui d'une fée qui nourrissait plein de projets.
sans trêve. Trêve, rêve, amoureuses des mots et des nombres, des premiers surgirent 4 âmes de la pénombre. Ils allaient d'abord la bluffer par leur talent démesuré, jusqu'à se présenter ce soir à ses côtés pour... À vous. Yes, merci. Bon, ben, c'était bien l'exercice. Vas-y. Super. Vas-y, tu l'as fait. Alors bon, ben, maintenant on va vous faire nos performances. Alors je vais faire la première de ces quatre professionnels. Moi je vais vous raconter... Je vais vous raconter 2 histoires dans 2 décors, 2 temps complètement différents. Tout oppose, enfin 2 décors, 2 époques que tout oppose. Mais pourtant, ces 2 histoires, elles ont eu lieu sur ce même bout de planète Terre. Alors je vous laisse les découvrir. On commence par la première. En ces temps ambigus, on s'est posé ensemble. Discussion à bâton rompu après 2 verres, il me semble. Dans ces années troublées, on a parlé de lui, de sa course effrénée pour faire gagner la vie. Certains mots étaient répétés, d'autres par pudeur étaient tus. Pas aisé le statut d'exilé, compliqué de décrire un vécu. On s'y est essayé, nos yeux braqués sur lui. Il avait vu, son domicile est basé près de Calais. Il avait entendu. Le temps s'est suspendu. On entendait les cris. De fil en ligne indisciplinés, ils avancent vite jusqu'à la mer. La sécurité par milliers foule chaque centimètre de terre. Dans les airs, les hélicoptères. Et dire que cela fuit la guerre, arriver sans stigmate, la peur en bandoulière. En face, un bout de terre, la perfide Albion comme signe de liberté. Alors il trépide, brasse l'air préliminaire pour s'échauffer. Course-poursuite de la sécurité. Le bateau de fortune est remonté. Les passeurs au rendez-vous nocturne ne ratent jamais ces opportunités. Lui, il a tout quitté. Travail, famille, patrie. Lui, il est diplômé, il est lettré, il a étudié des concepts, des méthodes. Il était chef de projet. Il aimait être à la mode, de la tête jusqu'aux pieds. Depuis quelques mois, il fuit l'ennemi. Il n'est pas combattant, non, juste civil dans la vie. Là-bas, sur le terrain, il y a un médecin du monde qui tente, bon an, mal an, de réparer l'immonde de cette ignominie. La mort est palpable à chaque heure de ses jours et le suit. Aujourd'hui, il laisse tout, bagages et dignités. Son corps est plus qu'à bout. Mais il ne veut rien lâcher. Il montera dans ce bateau pour échapper au cimetière, car il est dit qu'en mer, il n'y a pas de frontières. Un homme, une jeune femme, sur un même bout de terre. 2 cœurs sensibles qui battent au rythme de la pierre. La sculpture est le prétexte de leur rencontre dans des ateliers voisins. 24 ans les séparent sur fond de décor parisien.
Il devient son maître au teint cuivré, aux mains et à la barbe épaisse. Elle est l'élève à appliquer, impliquée et déjà très douée. Une force presque animale se dégage de cette rencontre et vient réveiller l'angelot archer Cupidon, qui de là-haut, sans un mot de trop, commence à préparer son arc. En bas, place à de sages préliminaires. Les deux personnages se découvrent, se cherchent, s'observent. Ils conseillent, admirent sa courbe admirable, reconnaît son talent indéniable et ses merveilles. Elle pose, apprend vite, devient sa complice artistique idéale et presque indispensable. Elle se fait belle. L'ange décide d'aider pour accélérer le projet. Il affûte la pointe de sa flèche en désir et la plonge dans une substance nouvelle, censée provoquer des rapprochements encore plus charnels. Et dans un délicat battement d'ailes, il tire. Le résultat ne se fait pas attendre. Les cibles sont éteintes en plein cœur et se transforment en un couple enlacé, plongé dans un sensuel et langoureux baiser. Il commence à valser. La danse s'accélère. La terre se met à trembler sous les ébats incontrôlés d'un quadragénaire, quelque peu amoureusement engagé avec une certaine rose beurrée et d'une presque vingtenaire au caractère bien trempé. Les inconscients, les voilà, debout, droits et fiers, s'agitant amoureusement dans le creux d'une vague. Au loin, une déferlante pointe le bout de son nez. Sauront-ils l'éviter? Soudain, Cupidon est pris d'un doute et repense à la mixture dans laquelle la flèche avait plongé. L'aurait-il mal dosé? Un peu trop de scie chez l'homme, pas assez de place pour la femme artiste. En même temps, Camille et Auguste, on peut en faire tout un débat. Pour le mot de la fin de ce début d'histoire qui pourrait vous paraître un peu zinzin, voilà un résumé en un quatrain. La flèche de Cupidon a dessiné pour ces deux génies d'artistes, Camille Claudel et Auguste Rodin, un sentier d'or infini. Mais l'or qu'ils ont laissé à la postérité ne leur a pas permis de s'aimer plus de 2 décennies. Mais ne dit-on pas que ce qui compte, c'est le chemin? Merci. Est-ce que le Capsito qui connaît ce nom? Là, j'ai entendu ce nom. Ok, je vais avoir besoin de vous parce que ce soir, j'ai pas réussi à choisir. Est-ce que vous voulez quelque chose de... comment dire? Quelque chose qu'on pourrait appeler trash? Ou est-ce que vous voulez quelque chose de... Du trash. plus léger? Trash. Ok. Crash le trash. Crash le trash. C'est les personnes trash qui s'expriment, C'est ça. La poésie c'est crade, c'est le rap des paumés. Tous ces corchés en rade, on vient pour vous choquer. La poésie c'est crade, c'est le rap des paumés. Tous ces corchés en rade, on vient pour vous choquer. Certains ont des feuilles à rouler, d'autres une taille boitisée. Rimbaud a fini marchand d'armes, on a fini marchand de larmes. Un trésor au fond de la gorge entre un cancer et 2-3 barges. Une bande de salopards qui mettent 1000 fois le même calbar. On est des rats de la ville ou du champ d'à côté. Sortis de Resident Evil, on vient vous infecter. Y a que le peuple qui peut me juger sous la forme d'une note sur 10. Tous anarchistes résignés, des punks experts dans la saucisse. Avec ma bite et mon stylo devant le micro, je fais le pot car la poésie c'est crade, c'est le rap des paumés. Tous ces corchés en rade, on vient pour vous choquer.
Quand la souffrance nous prend, on fait des mots, des métaphores. Pour ce que la vie nous rend, on a intérêt à être fort. Tout ça sort de nos têtes, aucun délire magique. Et si ton cœur panique, envers nous, t'as une dette. Arrêtons la branlette, reconnais l'évidence. Ce que disent les poètes n'a vraiment aucun sens. On est bourré de carences et on prend tous tarifs. Des pots de l'air en puissance, toxico-dépressifs. De la souffrance en spray, prend des rimes dans ta gueule. Bien sûr qu'on est gavé quand sur scène on est seul. On sait que nos écrits, jamais personne les lit car la poésie c'est crade, c'est le rap des paumés. Tous écorchés en rade, on vient pour vous choquer. Tout en alexandrin, nous on grave le bitume. Et on fait tous le plein de barbiturique. Je crois que c'est assez clair, ce mode de vie m'enfume. Ici on coupe la bière à l'acide chlorhydrique. Un poète qui sent bon, c'est les échantillons. Un poète qui est bon prend les juges pour des cons. Enfant de la souffrance comme Zola on accuse. On est plus bipolaire que Allan Poe et sa Suze. J'abdique à demi-mot, je suis pas trop l'un pour vous. La plupart des poètes en ont reçu des coups. Poésie mystifiée, c'est juste écrire des trucs genre « Maintenant ça va bien » ou « Macron, quel trou-duc ». Les poèmes vous fascinent, mais quelle illusionnerie. Quand les miens vous fascinent, c'est mon cœur qui sourit. Alors prenez le temps d'écouter la souffrance, car c'est un sentiment dont l'arrêt est la science. La poésie c'est crade, c'est le rap des paumés. Tous écorchés en rade, on vient pour vous choquer. La poésie c'est crade, c'est le rap des paumés. Tous écorchés en rade, on vient pour vous choquer. Les poètes vous saluent avec leurs anxiétés. Ouais, on est tous perdus, trop de verbes à donner. Si t'as un panneau de juge, ouais, c'est que toi aussi, tu as choisi de faire vivre la poésie. Je repars sans scandale et non sans faire de bruit. Car la poésie, c'est crade, c'est le rap des paumés. Tous écorchés en rade, on vient pour être aimé. On l'applaudit s'il vous plaît. Je vais peut-être me mettre un pied, ouais. Quentin. J'arrête, c'est bon, j'arrête. Quentin. Petit jet d'encre sur ma feuille, c'est à ton arbre que je cueille l'inspiration et ses merveilles pour trouver le bon mot, je veille. Je prie pour que tu veuilles bien mouiller mon œil, je me poste sur le seuil et profite de cet accueil. L'entrée et ses anaphores, ici il y en a pléthore, ça plante tout le décor, ici les vers prennent corps. Les acrostiches sont les architectes, s'accrochent-ils sur les architectes, décrochent-ils quand les arts s'entêtent, nécrophile, un lézard sans tête. Vient le salon et c'est multisyllabique. Ici le galon, on le mesure en stylo bic. Je me prends pour un wallon, l'écriture se complique. Rond comme un ballon, jaune comme l'acide citrique. Bienvenue à l'atelier, là où le verbe est travaillé. Pas d'imposture, ça bosse dur. Soigner sa posture, préserve l'eau sature. Et quand tu satures, touche à tu un petit chaton. Touche à tout et tout chez toi et tout fait moi. Dans les vapeurs de l'atelier, je n'ai pas peur de m'atteler, de sortir mon tablier et les mots les marteler. Vient ensuite un escalier qui descend vers le sous-sol. Lié par des toiles d'araignée, des mots du sang, des hyperboles, la profondeur, faut l'éclairer tant de matière sous mes guiboles. Des pros-soudeurs cherchent des denrées, moi je me perds sans ma clé de sol. Au son de toutes ces assonances, associées, sincères et sans sens, encensées, si sensibles, sensibles, essentielles, sensibles, essentielles. Tiré du fond du sous-sol, créé au son de la clé de sol, à l'atelier va, à l'école, au salon grave, il y a un col, à l'entrée prend son envol. Petit jet d'encre sur ma feuille, tu m'honores, je te recueille, tu m'as laissé sur le seuil, c'est dans un texte que je t'accueille. Il y a de très jolis textes, merci à vous, merci de ce courage de vous lancer sur scène. Alors moi je vais vous présenter la prochaine slameuse, en fait c'est ma marraine de slam. C'est elle qui m'a fait découvrir le slam un soir, comme ça, elle me dit est-ce que tu veux m'accompagner à une soirée ? Et j'ai découvert le slam grâce à Mariella. Mariella, c'est à toi. Allez, Quentin.
l'échiquier. Nous ne sommes rien sur l'échiquier politique. Les gens ne sont rien sur l'échiquier. Pas qu'un fou, mais plusieurs. Pour eux, avant de naître ou de mourir, nous n'existons pas. À la bataille terrestre, aérienne, navale, climatique, nucléaire, sur l'échiquier, avec nos têtes, les enfants meurtriers jouent. Un génocide de plus, bah, qu'est-ce donc? Bras croisés, la communauté internationale compte les points. Sur l'échiquier, géopolitique oblige, nous sommes toutes et tous de futures ombres grises dans un désert sans nom. Merci. Alors c'est un texte qui fait également écho à ce que nous avons entendu ce soir et le dernier texte. Les morts de Djerba, un cri silencieux. Vague qui emporte, ramène, vide, pleine, les coques où s'abritèrent les oubliés de l'histoire. Ceux qui viennent de l'Orient retournent à l'Orient. Maintenant, je sais, derrière l'horizon, les chevaux et Samir, dans un cri silencieux, les noyés font surface. Le gardien du cimetière, improvisé, lui, enterrant sac et passeport quand il en trouve, ses vertus à créer des tombes de fortune. Admonestant le gouvernement qui n'a su nourrir leurs enfants, les mères pleurent. Un matin, j'apprends par la radio qu'une plage où j'aimais profiter de la tiédeur du soir était devenue linceul. Alors ce goût de paradis devint cendre et mes larmes, un cri silencieux.